La team, nous avons tous vu cette vidéo qui circule sur les réseaux sociaux. Le président Faure Gnassingbé, président de la République du Togo, et bien évidemment le président Ouattara, qui se sont rencontrés et qui ont parlé de la situation de l'AES. Et ici, dans cette vidéo, on veut nous faire croire qu'Alassane Ouattara, aujourd'hui, est déjà très inquiet par rapport à ce qui se passe dans la CEDEAO, c'est-à-dire le retrait des pays de l'AES de la CEDEAO inquiète Alassane Ouattara. Ça ne sort pas de sa bouche, mais ça sort de la bouche de son homologue. Et pourtant, aujourd'hui, ils doivent se dire, même si c'est avec beaucoup de regrets, que quand ils parlent de la CEDEAO, ils ne doivent plus inclure les pays de l'AES. Voici des personnes qui sortent de chez vous. Ils disent, cette maison ne nous appartient plus, ce n'est plus la nôtre. On vous laisse la maison. Faites de ça ce que vous voulez. Mais à chaque fois où vous dites, on parle des problèmes de notre maison, vous continuez à dire que vous parlez de ces gens-là, pourtant, qui ont décidé de ne plus vivre dans cette maison. Ils vous ont laissé la maison, parce que depuis qu'ils sont à l'intérieur, vous prenez des décisions toutes seules, sans les concerter, et vous les punissez comme des gamins. Donc ils disent, ceci est terminé. La team, avant de continuer, j'aimerais bien ici qu'on écoute ensemble une vidéo. Cette vidéo-là, qui est faite par ces deux présidents. Voilà, le président Alassane Ouattara, et bien évidemment aussi le président de la République du Togo, bien évidemment. Donc la team, écoutons ici cette vidéo ensemble. Écoutons. Mesdames, Messieurs, j'ai le grand plaisir et l'honneur de recevoir mon frère, le président Faure de la République togolaise. Vous connaissez le lien très étroit entre le Togo et la Côte d'Ivoire. Monsieur le Président, c'est toujours un plaisir de vous revoir. Comme vous l'avez constaté, nous avons passé beaucoup de temps, 2 heures de temps ensemble. Nous avons passé en revue les difficultés, les préoccupations que nous avons au niveau de la sous-région, que ce soit au niveau de la CEDEAO comme de l'UEMOA. Et le président Faure a été désigné comme le facilitateur, le médiateur par la CEDEAO pour nous aider à trouver une solution avec le Niger. L'Afrique de l'Ouest est un bloc où les choses se sont bien passées jusqu'à très récemment et nous devons tout faire pour que cela continue. Monsieur le Président, merci d'avoir passé beaucoup de temps à échanger sur ces questions qui nous préoccupent tous les deux. Merci d'être venu. Merci, Monsieur le Président et chers frères. Je voudrais d'abord te remercier pour l'invitation que tu m'as adressée et surtout pour l'accueil et l'hospitalité que tu as bien voulu me réserver. Ça a été une discussion difficile parce que les problèmes le sont. Notre région, je crois, n'a jamais connu de telles épreuves. Le problème du terrorisme qui nous affecte tous, parce que nous disons toujours que quand un pays est affecté, l'ensemble de la communauté est affecté. Et un problème qui dure. Nous avons des États, un pays qui est sous sanction, d'autres qui sont suspendus et qui font encore face à des difficultés qu'ils connaissaient déjà. Donc, nous nous sommes préoccupés, le président et moi-même, de la situation humanitaire dans les différents pays et nous nous sommes interrogés sur la nécessité peut-être de réexaminer ou réévaluer notre stratégie de gestion et de règlement de ces crises-là. Nous sommes préoccupés également par la décision prise par nos frères de quitter la CEDEAO. Et nous croyons qu'un dialogue est toujours possible. Nous ne devons pas arrêter de parler tant que nous n'avons pas trouvé la solution. Avec ce que nous vivons, il y a les sommets, mais entre les sommets, il est important que nous puissions avoir de tels échanges pour nous tenir au courant de l'évolution des choses, pour que les problèmes ne soient pas comme gelés entre 2 sommets, mais que nous continuons de nous préoccuper, nous continuons de rechercher inlassablement la solution. J'ai senti le président très soucieux
du sort des populations au Niger notamment. Naturellement, nous pensons aussi au président Bazoum. Nous avons parlé de cela. Mais ce n'est pas ces deux situations qui sont tristes. L'un qui est en otage et d'autres populations qui souffrent ne règlent pas le problème. Quel sens ont les sanctions que nous prenons? Comment faire pour dépasser cela? Parce que le statu quo, l'immobilisme que nous connaissons aujourd'hui n'est plus possible. Nous n'avons pas forcément trouvé une solution et n'appartient pas seulement au président Alassane même. C'est une solution qui doit être trouvée au sein de l'organisation. Donc, les réflexions que nous avons eues aujourd'hui, les discussions qui nous ont occupés aujourd'hui, certainement que d'autres chefs d'État aussi les ont, et nous avons bon espoir. Nous avons bon espoir que nous finirons par trouver une solution à la satisfaction de tout le monde. Il ne s'agit pas de dire que tel parti a raison, notre parti a tort. Il s'agit d'avoir un espace régional qui retrouve la paix, qui retrouve la sécurité et des populations qui vaguent librement à leurs occupations. Que nous reprenions le cours des événements. Nous sommes convaincus que tant que la solution n'est pas trouvée, nous devons continuer à travailler, à discuter, à dialoguer. Parfois pour nous dire des choses qui ne sont pas toujours agréables, mais nous devons continuer à parler. Parce que c'est notre raison d'être. Quand on parle de la CEDEAO des peuples, nous devons être en phase avec ces peuples-là. On peut avoir des malentendus momentanés, on peut avoir des désaccords, des différences d'appréciation, mais l'objectif reste le même. La paix, la sécurité, la stabilité et surtout la fraternité. Donc nous nous sommes quittés quand même sur une note d'espoir en disant que nous donnons rendez-vous dans les prochaines semaines pour essayer de trouver une solution. Merci Monsieur le Président pour vos avis qui vont m'aider moi aussi à continuer la mission qui m'a été confiée. Donc encore une fois merci et je ne peux pas vous quitter sans vous féliciter de nouveau pour l'éclatant succès des éléphants de la Côte d'Ivoire lors de cette dernière CAN. Félicitations à tous les joueurs, félicitations à toute l'équipe et bravo à vous, Monsieur le Président. Maxime, nous venons donc là de finir cette vidéo des deux présidents, le président Faure Gnassingbé et le président Ouattara. Premièrement, moi je ne crois pas au fait que M. Ouattara soit soucieux de quoi que ce soit. Je ne pense pas que ce monsieur-là a le courage d'être soucieux de ces pays-là. Non, il n'est pas soucieux du Niger, parce que c'est un fervent intellectuel, il a l'habitude lui-même de le dire, c'est un doctorant ce monsieur. Ça veut dire, quand il décidait de prendre toutes les décisions contre le Niger, c'est-à-dire préparer un bataillon militaire, préparer la finance, préparer ses collègues à aller attaquer le pays, il savait très bien en quoi, il savait très bien les risques que ça pouvait apporter. Imaginez-vous un seul instant, si réellement la force d'attente de la CEDEAO avait vraiment attaqué le Niger. Où serions-nous aujourd'hui? Est-ce que cet Alassane Dramane Ouattara serait là aujourd'hui, derrière un micro, et en train d'écouter son homologue dire que lui, Ouattara, est soucieux de quoi que ce soit? Ouattara n'est pas soucieux de quoi que ce soit. Il s'était empressé même à devenir le porte-parole de la CEDEAO et donner les stratégies comment le Niger devait être attaqué. Il avait dit qu'ils étaient prêts financièrement et c'était de leurs trois pays, le Bénin, le Côte d'Ivoire et le Nigeria, qui étaient déjà prêts à envoyer les militaires attaquer un pays étranger. Mais attendez, le président Faure Gnassingbé a été délégué par la CEDEAO pour être celui-là qui va garder la communication, le dialogue et essayer de réconcilier. Mais ça n'a pas fonctionné, monsieur le président du Togo. Ça n'a pas fonctionné. Si ça avait fonctionné, les pays de l'AES n'auraient jamais pris la décision de sortir de la CEDEAO. Si aujourd'hui ils sortent, c'est parce que vous avez continué à prendre des sanctions contre le Niger. Vous avez continué à fermer vos frontières, à mettre des embargos. Et tout ceci a conduit à une seule chose, à une décision définitive des pays de l'AES. Si hier, les militaires avaient créé la CEDEAO avec de belles intentions, aujourd'hui, les militaires créent l'AES avec de belles intentions. Et vous allez migrer tous vers l'AES demain, mais en respectant scrupuleusement les conditions de ceux qui sont en train de créer l'AES aujourd'hui. L'avantage que nous avons, c'est que parmi les présidents de l'AES, nous avons deux qui sont encore très jeunes. Ils sont très jeunes, donc ils peuvent vivre encore bien longtemps.
le colonel, le président Assimi Goïta, le président Ibrahim Traoré sont très jeunes. Ils peuvent aller encore pendant beaucoup d'années. Si Dieu les bénit, bien évidemment, et je pense que Dieu a béni ces deux-là. Ils ne sont pas là par hasard. Et surtout, ils sont là en 2024, où il n'est plus facile de tuer un dirigeant comme ça impunément. Et le président Abdourahmane Tchani aussi, il est là. Il est encore bien fort, il est encore bien debout. Il court encore, il est un militaire. Donc, ce sont des personnes qui sont là. Ils peuvent donc structurer l'AES avant un jour de partir. Si le peuple a besoin d'eux, ils resteront là parce que c'est la force de la légitimité. Vous savez, en Afrique, ce n'est pas forcément quelque chose de démocratie. Ce n'est pas la démocratie qui... C'est-à-dire que nous cherchons coûte que coûte. En Afrique, nous voulons tout simplement bien vivre. Les Africains veulent bien vivre. Ils veulent avoir des dirigeants qui se soucient d'eux. Ils veulent avoir des dirigeants qui ont un cœur sur la main. Ils veulent avoir un dirigeant qui se soucie de ce qu'ils mangent, comment ils se soignent, comment les choses sont gérées, qui mettent fin à la corruption, qui ne vont pas simplement gouverner pour un temps. Vous pouvez donc être un président africain et gouverner même pendant 1000 ans. Si vous vous comportez bien avec votre population et si vous respectez tout ce que la population vous demande aujourd'hui, les Africains ont même perdu espoir sur les dirigeants. Nous avons perdu espoir sur la politique. Parce que tous les présidents nous ont démontré le mensonge. Mais écoutez les Maliens aujourd'hui. Ils disent à Assimi Goïta, tu peux rester là-bas à vitam aeternam. Tant que tu nous fais, c'est-à-dire tant que tu restructures notre pays et que tu nous donnes de bonnes bases. Ils disent à Ibrahim Traoré, reste là à la vie à la mort. Tant que ce n'est pas prêt, on ne quitte pas. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'en Afrique aujourd'hui, ce n'est pas un problème de démocratie. C'est un problème de bonne gouvernance. C'est un problème de bonne gouvernance. Et s'il y a la bonne gouvernance, je vous assure qu'un président peut rester là pour toujours. Mais les présidents qui emprisonnent leurs opposants, les présidents qui refusent les personnes de manifester pour exprimer leur ras-le-bol, les présidents qui sont eux-mêmes des corrompus et qui ne font que faire la promotion de la corruption dans le pays, tout ceci rime à quoi? Ça rime tout simplement à pousser le peuple à demander le changement tout le temps. Nous ne sommes pas en Europe. Nous, en Afrique, nous vivons encore en 1900 quelque chose, comme dit le président Ibrahim Traoré, les Européens vivent bien en 2024. Nous sommes derrière. Nous sommes derrière. Nous sommes à 1000 années en arrière. Voilà pourquoi nous sommes encore en train d'acheter les armes chez les Européens et puis nous sommes bien contents. Mon pays est armé, ceci, cela, mais est-ce que tu fabriques les armes chez toi? Est-ce que tu fabriques les armes chez toi? Est-ce que même ta tenue militaire, c'est toi qui la fabriques? Et tu penses que ton pays est armé parce que tu commandes les armes de l'autre côté quand on te les vend? Est-ce que vous pensez que la Corée, si elle passait son temps à commander, elle devait être où elle est aujourd'hui? Vous pensez que si la Chine commandait, elle devait être où elle est aujourd'hui? La Russie, si elle commandait, elle devait être où elle est aujourd'hui? Si vous voulez être de grandes nations, faites les choses de grands. Vous ne pouvez pas continuer à faire les trucs des enfants. Vous pensez que non, si le peuple demande toujours la démocratie, c'est parce qu'on n'a pas encore trouvé, c'est-à-dire un politicien qui nous satisfait dans un pays. Dès que c'est trouvé et que toutes les populations sont satisfaites, vous allez voir que c'est le peuple même qui demandera à ces personnes-là de rester là au pouvoir parce qu'on a perdu la confiance des politiciens aujourd'hui. Ceci étant dit là, dis-moi ce que vous pensez, on se voit pour une prochaine vidéo.